Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode au coin du feu où j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Stéphane, comment te définir? Le lion du Centrafrique. Comment tu appelles Mufasa? C'est ça? Exactement, oui. Mufasa. Ah Stéphane, une belle rencontre d'il y a quelques mois déjà, ça date un petit peu, peut-être même un an d'ailleurs, je ne sais plus. En tout D'accord. cas, aujourd'hui, on va vous parler d'un beau sujet, mais je vais te laisser te présenter un petit peu plus, Stéphane, après. On Oui, va vous parler d'un beau sujet qui est prendre du plaisir dans la vente. Ah, si, on pourrait dire que tu es aussi expert en art oratoire, si je ne me trompe. c'est ça. C'est mon domaine de Et spécialité. je t'en prie, tu te définiras bien mieux que moi, je peux le faire. Donc c'est à toi. Ok, ça marche. Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci Damien. Ça fait très plaisir de se retrouver au coin du feu avec toi. Je m'appelle Stéphane Alexandre Vendôme et je suis le fondateur du réseau Elysium. J'accompagne les entrepreneurs visionnaires qui veulent rayonner, qui veulent transmettre des messages au niveau de la prise de parole en public, que ce soit la communication en ligne, mais aussi à travers les événements. Aujourd'hui, on est là pour parler de la vente haute fréquence, comme j'appelle ça comme ça. Et c'est un petit moment qu'on partage ensemble en live avec Damien. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Bah écoute, on va y aller de toute façon, hein, qu'il soit prêt ou pas, tant pis, j'ai envie de dire. Nous, on est prêts. On est prêt à en parler, donc on y va. Super. De toute façon, il y aura le replay pour les retardataires, hein, c'est pas un problème. Mhm. Alors, la vente, pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'amener ce sujet aujourd'hui? Après avoir discuté ces 2 dernières années avec une centaine d'entrepreneurs à travers des échanges, il y a un problème majeur qui est revenu et qui est tout le temps le même, c'est celui de la vente. Et dans l'art oratoire, l'un des piliers, c'est l'éloquence, cette capacité à articuler ses idées, à partager sa vision d'une manière claire, cohérente et aussi qui est convaincante. Souvent, on retrouve ça dans l'art oratoire. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est l'éloquence pour vendre. Cette capacité à communiquer dans les appels de vente pour un entrepreneur, ou bien quand il s'agit de négocier des contrats, ou bien quand il s'agit aussi de pitcher, de se présenter. L'éloquence pour vendre, ça permet de pouvoir attirer les bons clients, attirer les bonnes opportunités. Et pour tout entrepreneur, la vente, c'est ce qui amène de l'oxygène dans son activité, n'est-ce pas, Damien? Est-ce que tu le remarques aussi, toi, que la vente, c'est vraiment un des Bah, piliers, en fait, de nos activités bah, d'entrepreneur? de toute façon, j'ai envie de dire la vente est nécessaire. Enfin, l'argent généré par la vente, ça va être le carburant de l'entreprise. Donc, j'aimerais bien avant qu'on redéfinisse peut-être la vente parce que souvent, c'est un gros mot, quand même. Oui, c'est vrai, Souvent, c'est un gros mot. c'est vrai. Commençons par là, par la définition de la vente. Pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a un rapport qui est difficile avec le mot même de vendre. Et, pour moi, aujourd'hui, la vente, ce que c'est j'accompagne quelqu'un pour prendre une décision qui est importante pour cette personne. Pour moi, ça, c'est la vente. Cette approche-là de la vente, on ne la retrouve pas dans les modèles business classiques parce que dans la vente, on associe aussi le closing, c'est-à-dire faire une stratégie utilisée pour conclure une vente, pour obtenir un résultat spécifique avec un client. Mais quand on regarde les marques haut de gamme qui vendent à des prix qui sont très élevés, des prix premium, ils ont une approche très différente de la vente que ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat en général ou bien aussi dans les personnes qui ont des boutiques physiques. Mais moi, j'avais envie de rebondir sur cette définition, sur le fait que. Alors, c'est vrai que personnellement, hein, avant, Mhm. la vente, c'était un gros mot pour moi, clairement, aussi. Ouais, Bah, parce que j'associais ça, et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là, j'associais ça aux marchands de tapis des années 80. Tout le monde voit ce que je veux dire, hein. Les marchands oui, d'encyclopédies, tout ça, tout ça. Enfin,
ceux qui viennent te mettre le couteau sous la gorge pour signer, quoi. Qui ne partent pas de chez toi tant que tu n'as pas signé. En redéfinissant tout ça, en me disant finalement, la version la plus simple possible, c'est juste répondre à un besoin. Je viens répondre à un besoin. Voilà. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens et ça libère comme d'un poids par rapport à ce qui pouvait être mal vu dans la vente, ce côté je vends à tout prix, c'est vraiment, je suis là vraiment pour mon propre profit à moi et pas du gagnant-gagnant. Et ça doit être du Mmh. gagnant-gagnant. Totalement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs talentueux qui ont de belles offres, qui ont surtout des belles valeurs dans leur façon dont ils veulent servir leurs clients, apporter beaucoup de valeur aux autres. Ils sont très généreux. Mais il y a aussi un rapport négatif par rapport à la vente. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que la sémantique, la façon dont on utilise les mots pour décrire une certaine chose, ça impacte aussi notre perception. Ça impacte aussi le rapport qu'on a avec ça. Si par exemple, dans la vente, dans ma tête, j'ai une idée que c'est être le vendeur de tapis, être le loup de Wall Street, et bien sûr que ça me donne pas envie de vendre. Ah, c'est normal. Et ce qui est important là-dedans, c'est de découvrir soi-même quelle est sa propre définition qui nous correspond à soi, qui nous fait du bien, qui nous expand à l'intérieur, qui nous donne envie de ah ouais, en fait, ça c'est bon pour moi, ça j'aime le faire. Mais, merci pour l'exemple du loup de Wall Street. C'est vrai que c'est peut-être plus récent que le marchand de tapis, hein. Et en parlant de vendeurs, il y en a un qui vient nous rejoindre, François. Bonsoir Bonsoir tout le monde, François. j'en profite et bonsoir François. Oui. Alors, j'ai pas de visibilité sur les gens qui arrivent. Damien, n'hésite pas à me le dire. On va sûrement pouvoir voir vos commentaires par contre, donc n'hésitez surtout pas à Je partager. les vois. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à discuter. Je viendrai afficher quand il y a besoin les commentaires ou les questions. Pas de souci, Super, je gère ça. super. Ce coin du feu, c'est justement pour les personnes qui sont là. C'est pour partager un bon moment et surtout faire des déclics, faire des petits ajustements dans son rapport avec ce qu'on fait et là, en particulier, la vente. Classiquement, on pense tous aux publicités: «Vends-moi un stylo», quand on pense à la vente, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu me convaincs de vouloir acheter quelque chose? Mais moi, ce que je regarde dans la vente, c'est comment est-ce que j'accompagne quelqu'un pour se rendre compte de son besoin à des niveaux inconscients. Ce que j'ai remarqué dans mes offres, dans ce que je propose, c'est que souvent une personne vient avec une attente, une idée de ce qu'elle veut, mais en fait, au fur et à mesure qu'on discute et qu'on va plus en profondeur, eh bien, il y a quelque chose d'autre en réalité qu'elle recherche. La vente, pour moi, elle est reliée à l'émotion. C'est pas seulement, en fait, que ce soit un produit ou un service. On n'achète pas quelque chose de purement tangible, sauf pour les choses du quotidien qui peuvent nous aider. Mais même dans ces cas-là, on achète surtout un état, quelque chose d'intangible. Pour gagner du temps, par exemple, on va aller faire appel à un spécialiste plutôt que de le faire nous-mêmes. Quand il s'agit de personnes qui mettent beaucoup d'argent dans des objets qui ont une valeur perçue extérieure, c'est un état d'être qu'ils recherchent derrière cet achat. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu le vois toi aussi autour de toi? Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment les fondamentaux de comprendre que la vente, c'est avant tout un échange d'énergie et au cœur de cette énergie-là, il y a un état d'être. Un spécialiste qui est dans l'accompagnement de personnes, d'individus, c'est un état d'être que le client ou la personne vient rechercher. Ou un expert ou quelqu'un dont c'est le métier lui apporte justement la sécurité, la stabilité, la confiance, le chemin, la clarté, la paix pour obtenir cet état. Quand on vient avec cet état d'esprit, cette mentalité-là de je suis là pour servir, pour accompagner quelqu'un, la vente ne devient plus seulement une transaction, mais elle devient vraiment un apport de valeur. Elle devient une relation. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que m'ont dit les entrepreneurs. Là, vous avez vraiment en avant-première, ce qui se passe dans le quotidien et parce qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Mais voilà ce qu'ils m'ont dit à travers les conversations qu'on a eues. «Je n'aime pas vendre,
comme on me dit que je dois le faire. Marre de courir après les gens, j'en ai marre du suivi client. Je ressens la lassitude de ce côté entrepreneurial à devoir chercher client tout le temps pour vendre. Jusque-là, j'attire des gens qui annulent ou bien qui n'ont pas les moyens et c'est un ras-le-bol constant. Cette frustration-là que ressentent beaucoup d'entrepreneurs par rapport à la vente aujourd'hui, de devoir mettre en place des stratégies et des tactiques de vente commerciales qui sont utilisées depuis l'âge de pierre, on va dire depuis allez, c'est 100 et quelques années. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a évolué, c'est les consciences. Les personnes qui achètent sont beaucoup plus averties, sont aussi beaucoup plus méfiantes et ça demande aussi aux entrepreneurs de s'adapter pour avoir un rapport positif avec la vente et pouvoir offrir un espace d'appel de vente de qualité pour les personnes qui viennent à eux. Une autre chose qui m'a été dite souvent, c'est j'ai le sentiment de tourner en rond dans mon bocal. J'ai conscience des mécaniques subtiles et des blocages en moi par rapport à la vente, mais une lassitude s'installe et ça, ça affecte la confiance en soi vis-à-vis de la capacité à vendre. Quand on a des appels avec des personnes qui n'ont pas envie d'acheter ou qui sont pas prêtes, ou pour qui c'est trop cher, ça peut être frustrant, ça peut être usant, n'est-ce pas? Et donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir de ça? Une autre un autre témoignage d'entrepreneur qu'on va garder anonyme justement, mais pour mettre en lumière, en fait, la réalité de ce qui se vit pour beaucoup. J'ai peur de vendre, car j'ai l'impression que si je vends, je vais déranger. Ça me dérange de parler de mes offres et de mes prix. Et tout ça, c'est des paradigmes. Tout ça, c'est des pensées qui affectent nos émotions. Moi, je parle de la vente haute fréquence pour pouvoir vivre des appels de vente avec du plaisir, avec de la joie. C'est-à-dire que l'énergie, elle est haute. On n'est pas sous la pression du résultat. On n'est pas sous le besoin de répondre aux attentes du client. On est là vraiment pour servir, pour passer un bon moment, pour explorer avec la personne le chemin afin de pouvoir s'épanouir vers un résultat ensemble et pas à des tactiques de manipulation et cetera de l'esprit humain. Ça, aujourd'hui, à mon sens, ça va plus marcher. Ouais, c'est clair que, comme tu le dis, ça va marcher de moins en moins dans le sens où, ouais, il y a un certain éveil, il y a une certaine, comment dire, disons qu'on écoute plus nos ressentis, on va dire ça comme ça. Et dans le ressenti, on sait très bien ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas dans l'énergie des gens, quand on l'écoute. Exactement. Et je dirais que c'est fort heureusement, au final, que les gens sont plus avertis, sont plus à l'écoute d'eux-mêmes. Parce que comme la vente est reliée à des états émotionnels, on peut être emporté par un achat compulsif ou acheter des choses qui finalement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais on le fait parce qu'il y a une bonne stratégie qui a été mise derrière. On le voit beaucoup dans les publicités, ça, pour aller capter l'attention, pour aller chercher le désir, et cetera. Pour moi, c'est intéressant, mais c'est le côté obscur de la force, en ce qui concerne la vente. Et donc, comment faire pour être dans un rapport qui est sain, se sentir valorisé et valoriser nos clients dans le processus de vente? Est-ce que c'est des questions que tu as déjà posées, toi, Damien? Bah, valoriser, oui. Enfin, c'est, comment dire. Oui, c'est le genre de questions que j'ai pu me poser, effectivement. Oui. Hmm. Là, par exemple, j'avais une amie entrepreneuse qui me disait: «J'accompagne des entrepreneurs qui font plus de CA que moi et qui parviennent même aux 100 K par mois, rien qu'avec mes idées et je suis pas foutu de le faire pour moi». C'est fou quand j'y pense. Ça, le fait d'avoir beaucoup de talent, d'apporter beaucoup de valeur, mais de pas réussir à avoir des revenus stables dans son activité. Donc là, on a commencé à soulever la marmite. Il y a plein de choses que les entrepreneurs m'ont dit au niveau de la vente. Et c'est comme ça que j'ai créé une méthode pour pouvoir justement transformer ça.
Ça s'appelle la méthode CARE en anglais, C-A-R-E, parce que vendre, selon l'éloquence pour vendre, la vente haute fréquence, c'est prendre soin d'une relation qu'on construit avec un client, une personne qui est intéressée. Il s'adresse particulièrement aux personnes qui veulent avoir des offres à des prix élevés, parce que derrière, il y a aussi un service de qualité, il y a aussi un engagement profond, il y a aussi une présence qui est là dans l'accompagnement. Et donc ça, la méthode CARE, clarté, action, résilience, expansion. C-A-R-E. Dans la clarté, il y a le premier problème qui ressort par rapport à la vente. C'est celui d'avoir un rapport négatif avec la vente. Les croyances qui sont par rapport à la vente très négatives. Là, sur ce pilier, il s'agit d'aller regarder dans le fond des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on a un rapport négatif avec la vente? Par exemple, quand on regarde les générations d'avant, il y avait des croyances comme il faut trimer pour gagner sa croûte. Cette croyance-là, tu peux être entrepreneur et la voir aujourd'hui, mais avec tes parents. Sauf que tu te démènes, tu donnes beaucoup, 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 en pensant qu'il faut mériter pour avoir justement une croûte, pour récupérer quelque chose après avoir donné beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts. C'est une croyance. Cette croyance, si elle n'est pas remise en question, elle va affecter le rapport à la vente. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Ouais, enfin, d'un point de vue plus général, tout n'est que croyance. Donc, si tu remets en principe, si tu remets en, comment dire, je sais pas trop les mots. Si tu remets pas en doute, mais si tu remets en question, voilà, tes croyances, c'est toujours intéressant de remettre en question ses croyances. Des fois, on peut les garder, des fois, on peut évoluer et avancer. Les croyances ne sont pas forcément mauvaises, hein, attention. Oui, totalement. Il s'agit de transformer les croyances limitées, c'est-à-dire celles qui restreignent vraiment le champ du possible, à Hmm. des croyances aidantes, des croyances qui nous permettent, OK, de passer à la prochaine étape, et notamment en vente. Sur ce pilier, c'est vraiment de transformer son rapport à la vente. On a conscience des croyances qui sont là. Pour ça, moi, si j'accompagne les personnes sur cette méthode, on va utiliser un outil qui s'appelle la fenêtre de Johari pour prendre conscience de ce qui est inconscient, de nos angles morts par rapport à la vente, pour ensuite pouvoir justement évacuer les obstacles. C'est comme sur une autoroute. S'il y a des croyances qui sont bloquantes, eh bien, ça fait des bouchons. Mais quand on évacue ces croyances, qu'on les identifie, qu'on les met en lumière, qu'on accepte de les faire évoluer, bah là, en fait, la route, elle avance parce qu'il n'y a plus de bouchons, ça circule tout seul. Alors, est-ce qu'on passe au deuxième? Je t'en prie, ouais. Vas-y. Ok. Le deuxième pilier, c'est qu'une fois que les croyances, le terrain il est dégagé, les croyances aidantes, elles sont mises, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la difficulté à passer à l'action. La difficulté à concrètement faire des appels, proposer à des personnes de découvrir nos services ou nos offres. C'est souvent un frein qui n'est pas adressé directement, mais qui est contourné. Et donc, l'entrepreneur peut se retrouver à éviter en fait les appels de vente, à éviter de proposer son prix, ne pas arriver à proposer le vrai prix, mais faire tout le temps des compromis pour s'adapter et s'ajuster aux gens. Je vois souvent chez les entrepreneurs qui ont cette forte éthique, ces valeurs fortes, l'envie d'être accessible. Et encore une fois, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire avoir des prix qui sont accessibles. Et ça peut engendrer en fait une boucle où finalement on ne fait pas de vente parce que justement nos prix sont accessibles et les personnes qu'on
avec lesquelles on se retrouve n'ont pas envie d'investir ou ne sont pas prêtes ou ce n'est pas le bon timing et il se passe plein de choses qui font que l'entrepreneur avec beaucoup de talent ne sort pas en fait de l'ombre dans son domaine parce que le niveau où il est en train d'agir ne lui permet pas, tout simplement, de pouvoir vivre pleinement de son activité. Et ça, c'est un déclic qui met des années pour certains à réaliser. Être accessible, c'est une question de timing, c'est quand. Quand on a des valeurs fortes, c'est quand est-ce qu'on euh, peut, en fait, concrètement, proposer ces services à des prix plus accessibles, tout en ayant la possibilité de vivre de son activité. Parce qu'on n'a pas du tout la même énergie avec des personnes à qui on propose nos offres quand on est dans le manque, quand on est dans le besoin d'argent, que quand on est dans OK, j'ai mes clients, ils sont satisfaits, on avance bien ensemble, et là, je peux ouvrir la place à certaines personnes à des prix plus accessibles, etc. D'où la notion de timing. Il y a un moment pour faire ça. C'est vrai que souvent, c'est au début qu'on fait ça, et pas un peu plus tard. Voilà. Bah, surtout enfin, parce qu'on parle de croyances sur la vente, mais il y a aussi les croyances associées à l'argent aussi, qui font que souvent on a du mal à se positionner, on veut rester, oui, comme tu dis, accessible accessible à tous, mais accessible à tous, j'ai envie de dire, c'est accessible à personne. Enfin, c'est quand c'est pas assez bien défini, quand c'est pas assez, on peut pas être là pour tout le monde, c'est pas possible. Non, non, non. Il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes qui démarrent dans une activité commencent à des prix accessibles ou bien gratuitement, etc., pour tester, pour se faire confiance. Mais j'ai vu des gens très talentueux qui ont beaucoup, beaucoup de choses à apporter, qui ont déjà un programme structuré, mais qui n'ont toujours pas la confiance, qui se sentent toujours illégitimes. Et quand ça reste inconscient, eh bien, il y a des stratégies qui sont mises en place inconsciemment d'auto-sabotage. Dans d'autres cas, c'est tout simplement des attentes qu'on a par rapport à ce qu'on devrait faire ou à ce qu'on est capable de faire, qu'on n'ose pas en fait questionner. Comme le fait de est-ce qu'il faut vraiment commencer à des tarifs bas? Est-ce que c'est la meilleure façon de commencer? Est-ce qu'il faut vraiment commencer en étant dans le gratuit, en étant accessible à tout le monde? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux directement se nicher dans un domaine de spécialisation dès le départ pour ensuite ouvrir en entonnoir? Quand on regarde Facebook, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas accessibles à 600 millions de personnes. Ça a dépassé le nombre aujourd'hui de personnes qui utilisent Facebook, mais quand ils ont commencé, ils s'adressaient uniquement à des étudiants d'Harvard. Cette plateforme-là, pour y accéder, il fallait avoir les identifiants qui prouvent qu'on est étudiant à Harvard pour utiliser Facebook. Et donc voilà, les actions, c'est très important. Pour pouvoir agir, il faut avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a la résilience, la difficulté à attirer les bons clients. Quand on a la clarté sur le rapport avec la vente, on a un rapport qui est positif, qui est sain avec la vente, quelque chose qu'on a défini soi-même. Quand on a maintenant un plan d'action, qu'on sait comment faire pour faire des ventes, pour gérer ses appels et tout, eh bien, la difficulté qui se présente, c'est attirer les bons clients. Ça veut dire les personnes qui ont vraiment envie d'investir sur elles-mêmes. Les personnes qui viennent pas ici pour chercher du gratuit ou pour être un touriste, mais les personnes qui sont déjà conscients de la problématique qu'ils ont et qui recherchent une solution, qui recherchent vraiment un soutien, quelqu'un de professionnel qui peut les accompagner. À ce moment-là, on est dans la résilience parce qu'il s'agit de pouvoir attirer les bonnes personnes. Et ça se passe au niveau de la communication, justement, c'est mon domaine. Pour pouvoir bien communiquer de sorte à attirer les bonnes personnes et à leur faire savoir surtout qu'on est là. Je vois tellement d'entrepreneurs, oui, Non, non, je te laisse parler. OK. Je vois tellement Je t'en prie. d'entrepreneurs, encore une fois, très talentueux qui n'osent pas
se révéler, qui restent invisibles. N'osent pas faire savoir en fait ce qu'ils font. On a peur de déranger, on a peur de tout plein de choses qui sont aussi culturelles. Parce que je le vois beaucoup en France, ça. Moi, je viens pas de la culture d'ici, j'ai grandi ici, mais j'ai pas les mêmes codes, j'ai pas les mêmes aussi. J'ai plus de recul, on va dire, parce que je suis entre deux cultures. Et donc ça me permet de voir en trois dimensions. Et en fait, la peur de déranger, elle est presque maladive en France. Donc on va pas aller parler à quelqu'un qu'on connaît pas parce que je veux pas déranger. On va pas aller inviter quelqu'un qui recherche ou qui a montré des signaux d'intérêt par rapport aux problèmes qu'on résout parce que je veux pas déranger. On a envie de faire de grandes choses. On est dans un pays de l'art, on valorise l'excellence, le sublime, toucher le sacré par le sublime, mais il faut rester humble. Mais il faut pas se mettre en avant. Mais il faut pas déranger. Et donc il y a un truc à trouver là-dedans, un juste équilibre pour quand même prendre sa place et oser faire les choses qui permettent justement d'apporter de la qualité et de la valeur aux personnes autour de nous. Puis enfin, on arrive à l'expansion. Quatrième problème que j'ai vu chez les entrepreneurs, c'est la difficulté à fidéliser les clients. C'est-à-dire à vraiment créer une communauté autour de ce qu'on fait dans notre activité. Des personnes qui sont là et qui nous choisissent, qui viennent avec nous parce que justement, elles se sentent à la maison et elles ont envie de continuer à aller plus loin, à évoluer avec cet entrepreneur-là. Les témoignages prouvent et montrent que ce que quelqu'un peut vivre dans ton écosystème, par exemple. Mais comment on fait pour donner envie à nos clients de faire des vrais témoignages, des témoignages où voilà, ils partagent vraiment ce qu'ils ont vécu pour inviter d'autres personnes à venir. 4 problématiques, une semaine, chaque problématique. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose que j'envisage pour soutenir les entrepreneurs qui veulent améliorer leur rapport à la vente. C'est une masterclass d'un mois où on va pratiquer, pratiquer, pratiquer. Parce que la meilleure façon de changer un résultat, d'atteindre un résultat différent, c'est la pratique, c'est pas la théorie. Et donc, l'éloquence pour vendre, c'est un espace où on peut prendre la parole ensemble, en binôme, pour faire des tests, pour s'habituer à être à l'aise et confortable dans les appels de vente, dans le fait de proposer nos prix, dans le fait d'accompagner, de guider quelqu'un, dans le fait de répondre aux objections, en traversant ces 4 étapes. C'est ce que je suis en train d'explorer. S'il y a des entrepreneurs qui sont intéressés par ça, on pourra partir avec un petit groupe de 20 à 30 personnes et lancer ça. Maintenant que j'ai fini cette présentation, on peut passer plutôt à l'échange et aux interactions. Ah, si je parle sans le micro, c'est mieux. Enfin, c'est mieux avec. Je disais donc concrètement comment on fait pour prendre du plaisir dans la vente. OK. Premièrement, définir soi-même ce que c'est la vente. Ça commence déjà par définir toi-même ce que la vente, ça signifie pour toi. Trouver sa Deuxièmement, définition pour être à l'aise finalement avec ça. oui, c'est ça. Une définition qui, à l'intérieur, quand tu la nommes, ça ouvre ton énergie. Parce que la vente, ça peut mettre la pression si on a une définition, si on a une image mentale de ça qui est négative ou qui nous pèse ou qui n'est pas alignée avec nos valeurs. Bien sûr qu'on n'aura pas envie de le faire. La définition, c'est comme une cible. Et la flèche, ça va être justement nos actions. Mais quand la cible, elle est bonne pour soi, là, la flèche, elle part toute seule. Là, les actions, ça coule de source. Ensuite,
L'erreur à ne pas faire, c'est de se focaliser à tout prix sur obtenir le résultat. Moi, ce que j'enseigne aux orateurs, ceux qui veulent prendre la parole en public, la plupart des gens ont le stress et la pression quand ils s'apprêtent à monter sur scène. Ils ne trouvent pas le plaisir là-dedans. C'est normal. Ce qui distingue un orateur lambda des orateurs qui ont marqué notre temps, on les voit déjà, ils sont à l'aise d'être là. Ils sont heureux d'être là, n'est-ce pas? Pourquoi et comment ils font ça? Parce qu'eux, ils ne mettent pas leur focus sur la performance, ils mettent leur focus sur l'audience. Ils mettent leur attention sur les personnes qui viennent. Leurs pensées sont orientées sur oh, cette personne a pris le temps. J'imagine cette salle qui va être remplie de gens qui font la route pour venir. Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce qui les anime? Voilà ce à quoi pense un orateur avant de monter sur scène, qui est expérimenté. Mais une personne qui ne l'est pas va se dire il faut absolument que je ne fasse pas d'erreur, que je ne perde pas mes mots, que je n'oublie pas ça, que je me rappelle de ça, que oui. On rajoute du stress, l'adrénaline elle monte, le cœur il bat vite, commence à avoir les palpitations, commence à avoir les frissons, on a les mains moites et le cortisol s'active et le stress là dans le corps, il y a toute une alchimie qui se passe quand on met le focus d'une certaine manière. Pareil pour la vente. Donc il s'agit pour trouver le plaisir de ok, déjà je mets mon focus au bon endroit. Je suis là pour accompagner quelqu'un qui veut prendre une décision. Si cette personne a pris le temps de venir avec moi pour découvrir ce que je fais, c'est qu'il y a un besoin auquel je peux l'aider à trouver une solution. Alors je me relaxe et je me focalise sur la personne, pas sur ma performance, ma prestation, de ce que je vais devoir lui dire. Non, je m'intéresse vraiment à ce que la personne elle est en train de ressentir et vivre. Et je pose des questions qui l'aident à mettre en lumière quel est son vrai besoin. Quand quelqu'un connecte intérieurement avec ce qu'il veut vraiment dans sa vie, c'est cette personne qui vous vend. C'est plus vous qui faites la vente, c'est la personne qui vous explique pourquoi est-ce que je dois faire ça avec toi. Et c'est là que la vente devient une source de plaisir. Parce qu'on découvre en fait l'univers de quelqu'un. On l'accompagne, on lui guide, on lui propose la solution la plus adaptée. Est-ce que déjà, Damien, toi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Bah, pour moi, c'est très cohérent. Enfin, on avait déjà pas mal échangé ensemble, tous les deux. Pas forcément sur la vente, mais sur la façon de voir les choses. Et oui, c'est complètement cohérent d'être finalement dans l'écoute du besoin de l'autre, ouais, d'être là pour guider, d'être là pour plutôt que de vendre, c'est plutôt, comme tu dis, la personne qui va venir acheter ce que tu proposes parce qu'elle s'est sentie écoutée, parce qu'elle sait que ça répond aux besoins. J'en reviens à réponse aux besoins. Ma définition à moi, c'est ça. C'est de répondre à un besoin, mais en étant dans l'écoute, évidemment. Parce que comment on veut répondre si on n'écoute pas et qu'on ne fait que parler? Enfin, c'est pas possible. C'est ça. Voilà ce que j'en pense. Merci. Idéalement, dans un appel de vente, c'est pas la personne qui vend qui parle le plus. Non. Hmm. Imaginons qu'un appel de vente, c'est vraiment comme un espace qu'on offre à quelqu'un pour pouvoir exprimer quelque chose d'important. Et on est là pour l'accompagner, pour laisser libre cours à ça. Parce que quand quelqu'un a un problème, généralement, s'il va voir un professionnel, c'est parce qu'il ne peut pas s'en sortir soi-même, ne peut pas en parler à son entourage, n'a pas de personne autour avec qui peut avoir déjà un retour sur ce problème. Donc, ne serait-ce que l'écoute dans un appel de vente, mais c'est tellement énorme d'offrir une vraie écoute de qualité à quelqu'un. Reformuler ce qu'une personne a dit, pour que ça puisse lui permettre de faire sens en soi-même.
cette écoute active. Ouais. Est-ce qu'on a des questions dans le Justement, en fait, je venais d'écrire que s'ils avaient des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser, c'est le moment. Oui, Donc tout à l'heure, Kamal nous partageait que le coup, setting closing est énorme, mais ça, c'était pendant que tu parlais tout à l'heure, du début de ta présentation. oui, c'est ça. Oui, Kamal met en lumière quelque chose qui se passe beaucoup chez les entrepreneurs, c'est que parce qu'on reste collé à ces stratégies classiques, eh bien, on se dit, il me faut toute une équipe, il me faut des closers, il me faut des setters, des personnes qui gèrent ça, ça, ça et ça. Et ça demande toute une organisation derrière qui coûte de l'argent. Mais il peut y avoir aussi d'autres méthodes pour faire découvrir ce qu'on fait aux personnes qui sont intéressées, qui ne requièrent pas autant de mise en place de systèmes. Moi, c'est sur à quoi je m'intéresse dans ma façon d'entreprendre. J'adore regarder les façons de faire qui sont différentes et plus alignées avec le cœur, avec la valeur. Pour moi, c'est important que tu parles d'être aligné avec le cœur, c'est d'être authentique aussi. Enfin, tu parlais tout à l'heure de gens qui pouvaient être focalisés sur ah, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ci. Ben, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. J'ai envie de dire, peu importe, on a le droit de faire des erreurs, on est humain, on a le droit d'oublier un truc. Quand je dis faire des erreurs, c'est oublier un truc. Et si on a oublié un truc, ben, on revient plus tard en disant, au fait, la dernière fois, paf, voilà. Et ce sera nettement mieux vu et plus, plus dans le vrai que d'essayer de tout dire sur tout en se plantant, mais là, consciemment, juste pour vouloir combler le truc. Euh, oui, merci d'amener ça sur le tapis. Ce mot, le terme d'authenticité, euh, pour moi, ce que ça signifie, c'est être vrai. Mhm. Et là-dedans, on trouve la raison pour laquelle la plupart des gens n'osent pas être vrais. Parce que ça implique de reconnaître et d'accepter là où on en est, ce qu'on Mhm. fait, ce qu'on vit. En particulier les choses qui nous plaisent pas beaucoup, où on n'est pas très fier, où on se dit, ouais, là, c'est pas. Où on essaie de mettre un masque de tout va bien, vous inquiétez pas, regardez pas la vitrine, tout est bien, tout est propre, tout est. À ce moment-là, on n'est plus dans le vrai. Et ça se sent, ça se ressent. Quand on est dans le vrai, il y a une justesse. Cette justesse, elle est contagieuse, elle se ressent. Quand on fait un appel et que, ah, on pose une question et là, tu n'as pas la réponse, cherche pas à bredouiller. Non, tu as tricoté quelque chose là sur le tas. Non, être dans le vrai. Merci pour cette question. Là, je n'ai pas la réponse, mais je prête t'envoyer une réponse à la fin de notre appel. Je vais y réfléchir et je reviens vers toi. Ça, c'est l'honnêteté. Donc, derrière l'authenticité, ben, il y a l'honnêteté, selon moi. Et c'est Mhm. ça qui nous permet d'être vrai. Et quand on est vrai, on attire les bonnes personnes. Pour moi, la base, vraiment, ce côté authenticité, honnêteté, mais dans tout, hein, pas que dans la vente. Hein, mais, Totalement. Dans la vente, sinon, pour moi, une relation client qui part déjà sur des bases qui ne sont pas vraies, ben, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être stable sur le long terme. On ne parle même pas de fidélisation client avec quelqu'un qu'on a dû manipuler, qu'on a dû voilà, tourner, jouer des tours pour pouvoir obtenir un achat. Il n'y a pas de relation stable et profonde, selon moi, là-dedans. j'affiche la question parce qu'elle est très intéressante, Steve. Merci de Oui, la poser. Donc, quand tu perds tes moyens pendant un appel de vente, stress, pas de réponse à la question, comment fais-tu pour switcher et reprendre le contrôle sur toi-même? J'ai bien un début de réponse vas-y, et David. je te laisserai compléter. Ouais. Déjà, prends une bonne respiration. Tu vois, rien que. Tiens, excuse-moi 2 petites secondes. Je me recentre, je respire, tranquille, et on repart. Et ne pas hésiter à dire, bah écoute, donne-moi juste 2 petites secondes. Je reviens tout de suite. Une ou deux respirations comme ça, profondes.
juste pour relâcher la pression. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, Stéphane, je te laisse. Oui. Moi, je trouve que la réponse est déjà dans ta question, Steve. Pour switcher et reprendre le contrôle sur toi-même, c'est des actions qui doivent être faites dans ces moments-là. Maintenant, ce qu'on essaie de faire la plupart du temps, c'est de ne pas montrer ces actions-là. Eh bien, pour moi, c'est comme dans tout, que ce soit la vente, que ce soit quelque chose de nouveau qu'on essaie. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme prévu? Est-ce qu'on essaye de cacher la réalité ou bien on reste droit dans ses bottes, authentique et vrai? À ce moment-là, être vendeur, c'est comme être un guide de randonnée. Imaginons que tu es en montagne avec un groupe de personnes. Tu es la référence, tu es la personne de confiance qui connaît le chemin, tu les amènes, et là, tu arrives à un carrefour, mais tu te rappelles plus laquelle route à prendre. Tu es censé être le guide, mais tu as trop de mémoire, parce que tu es un être humain et ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas dire, oh, attendez, c'est bon GPS, là, l'endroit de la montagne, le GPS, il passe plus trop, voilà pourquoi. Est-ce que tu vas raconter des chinoiseries ou bien est-ce que tu vas rester dans l'oreille, dire, attendez 2 minutes, on va faire une pause ici, je vous laisse prendre les sandwichs, j'ai besoin de me rappeler le chemin. Mais être vrai, hein, ça peut faire rire, tu peux avoir l'impression que tu vas perdre en crédibilité, etc. Mais en réalité, ce qui se passe quand tu es avec des êtres humains et que tu es vrai, eh bien, ça détend tout le monde. Ça rassure même, parce qu'on se dit, j'ai quelqu'un qui ne fera pas semblant avec moi. Ça donne encore plus envie, en fait, d'être C'est engagé ça le avec plus toi. important. Eh oui. Et si tu as des gens qui ne supportent pas ça, bah, moi je te dis, tant mieux, hein, laisse-les partir, hein. Parce que s'il y a des personnes qui sont là et qui voient une erreur et qui euh, perdent confiance en toi, ou etc. à cause de ça, moi je te dis, ça en dit long sur qui sont ces personnes-là. Parce que si elles font ça avec toi, imagine comment elles le font avec elles. Et donc il y a aussi cette notion de choisir ses clients. Quand on est vraiment dans cette qualité de valeur, on n'a pas d'autre choix que de choisir les personnes aussi avec qui on travaille. Mais globalement, c'est être vrai. Cette vérité-là, cette façon d'être là dans la relation avec une personne, c'est précieux. C'est une valeur que tout le monde n'a pas. Il y a des centaines, des milliers de gens qui se plaignent d'avoir des escrocs, d'avoir des personnes qui abusent de leur confiance. Mais de l'autre côté, les personnes qui sont intègres, qui sont vraies, c'est aussi important de les valoriser. Et ça commence par là. Accepter de faire des erreurs. Être dans un rôle de leader. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, quand ça ne se passe pas comme prévu, être dans un rôle de leader. Comme tu disais, Steve, prendre le contrôle, à ce moment-là, ça veut dire, OK, je fixe le cadre, je rassure les personnes, je ne fais pas semblant et je montre la prochaine étape, ce que je vais faire et comment on va arriver à la prochaine étape. C'est rester dans le lead. Quand on vient, quand quelqu'un vient pour résoudre un problème, il y a besoin d'un guide, d'une personne qui va l'éclairer sur ce problème, qui va l'aider à découvrir aussi le sens même que ça a de résoudre ce problème. Et là, tu es dans le lead, dans l'appel de vente. Parce que le client, il peut partir dans tous les sens. Il peut aller regarder dans le passé, dans les raisons qui ne vont pas. Il va te répondre aussi que Germaine, Tati, faut que je l'appelle d'abord parce que c'est elle qui décide. C'est à toi de guider la personne et de lui montrer justement comment est-ce qu'il peut prendre une décision qui est importante pour soi. Et pour ça, il faut être dans le lead. Qui dit le leadership dit aussi d'assumer pleinement nos erreurs, les choses qu'on fait, les choses que on pourrait faire mieux et d'être transparent là-dedans. Voilà ma réponse. Il t'a répondu aussi, je viens de l'afficher. Merci. Il disait qu'il avait plus de mal avec les appels quand même. Plus de difficultés. Mmh. Donc, comme tu peux le voir, je te laisse finir de lire.
Steve nous dit: «Oui, on en garde, souvent, On en on en parle parle souvent. souvent et Mmh. je suis en général» tu connais Stéphane? Avec les appels, c'est là où j'ai plus de difficultés. Certainement que je les aborde pas avec le bon mindset et aussi un manque de confiance dans ce que je propose. Voilà et ça se construit pas à pas, tranquillement. C'est par l'habitude qu'on acquiert la confiance. C'est par le fait de s'exposer à l'expérience et de se rendre compte que: «Ah bah, là ça va. Ah tiens, là je m'améliore. Ah tiens, là je peux progresser». C'est comme ça que vient la confiance, une confiance qui est enracinée par l'expérience. Il ne s'agit pas d'une confiance qui est imaginaire ou qui est basée sur des espoirs, mais une confiance qui est basée sur l'expérience. Et donc quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, pour pouvoir acquérir la confiance, pour pouvoir trouver du plaisir, il s'agit de l'expérimenter avec le bon état d'esprit. C'est-à-dire l'état d'esprit de débutant, de j'apprends. Et comme j'apprends, je fais des erreurs. Et pendant que je fais des erreurs, eh bien, je progresse. Et en progressant, je deviens meilleur. Et en étant meilleur, j'ai confiance. C'est ça que tout processus de vie a. C'est ce par quoi tout processus de croissance nous fait vivre, fait évoluer. Mais on a tendance à vouloir tout, euh, que tout soit une réussite dès le départ, que tout soit parfait, que on y arrive comme un maestro dès le départ. Mais la réalité, ça fait mal aux fesses des fois. Et c'est comme ça qu'on progresse. Merci pour ton retour. Euh, Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Écoute, est-ce que tu verrais, toi, d'autres choses à apporter Oui, sur le sujet? ouais. Moi, je dirais les thérapeutes, les personnes qui sont dans l'accompagnement, sont Hmm. souvent, 80% des cas, ceux qui ont le plus un rapport difficile avec l'argent, d'abord, avant même de parler d'argent. Oui, la croyance à l'argent, j'en parlais tout à l'heure, mais la croyance à l'argent est souvent très ancrée. En fait, alors, je sais pas des fois si c'est la croyance ou à l'argent ou le fait que ce soit un don. Je dis bien un don entre guillemets parce que pour moi, ce ne sont pas forcément des dons, mais des capacités qu'on décide de développer ou pas. Et tout le monde en a et on n'a pas forcément tous les mêmes dans les mêmes proportions. Hmm. Mais souvent, c'est le don de Dieu. Enfin, les vieilles croyances sont très fortes là-dessus. C'est un don que j'ai reçu, donc je ne peux pas le faire payer. Et ça, pour moi, on en a tous. On est tous des enfants de Dieu quelque part. Donc, Oui, oui, on a tous des capacités et l'argent, bah, c'est souvent associé au fait que l'argent ce soit mal vu aussi. Enfin, c'est comme tout en fait. L'argent, c'est une énergie et l'énergie. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? C'est est-ce qu'on fait le bien avec ou est-ce qu'on fait le mal? oui, Et au-delà du bien et du mal, c'est est-ce qu'on en fait des choses de bonne vibration ou de basse vibration? Ouais. Je suis pas très après, bien mal, mais ouais. est-ce est-ce qu'on fait des choses pas très jolies avec ou pas? Voilà. Après, Hmm. chacun est venu expérimenter ce qu'il a expérimenté sur cette terre, donc il n'y a pas de bien ou de mal finalement. Mais on vient expérimenter de belles choses ou des moins belles, des plus bas. Je sais pas comment dire ça en fait. Bref. C'est très intéressant ce que tu dis là, Damien, par rapport à l'argent, justement. Euh, un exemple, parce que le thérapeute avec des dons, qui se dit, je peux pas monétiser mes dons. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'un artiste qui a une voix, mais juste incroyable, est-ce que c'est un don ou pas? Bah pour moi oui, hein. C'est la même chose. Hmm. Parce que la voix, c'est super important la voix. Ça fait Ok. passer des vibrations, ça fait passer des. C'est, de toute façon, c'est aussi comment dire, vecteur de guérison quelque part ou de libération. En tout cas. Totalement. Là, tu parles à un convaincu. Euh, la voix que j'ai reçue, j'ai conscience de l'effet qu'elle apporte, de la guérison qu'elle apporte, du calme et de la présence qu'il y a derrière ma voix. Rien que ça, déjà, c'est une source de bienfait. C'est un don.
que j'ai reçue, il n'y a pas d'autre voix que la mienne, elle est comme ça. Maintenant, un artiste qui chante d'une manière qui par exemple, si j'avais l'occasion d'assister à un concert de Lorena McKennitt, mais j'irais et je m'en fiche du prix, j'irais parce que sa voix, parce que sa maîtrise des instruments, parce que sa voix, il y a qu'une seule Lorena McKennitt dans le monde. Si elle-même se disait: «Je peux pas chanter parce que je peux pas faire des concerts, parce que je veux pas vendre, je veux pas que les gens payent pour mon don», je pense qu'elle serait déconnectée de la réalité. Et quand on voit les thérapeutes avec des dons, c'est une métaphore, hein, mais voilà, c'est une métaphore avec la chanson. Le problème de fond là-dedans, c'est comment est-ce qu'on se représente les choses, perception qu'on a tout simplement des choses. Certes, si quelqu'un considère que c'est un don et qu'il ne devrait pas l'offrir comme ça, très bien. Mais quand on est entrepreneur, qu'on propose un service, on peut amener son don à travers ce qu'on fait. Offrir un espace d'écoute, comme le font les thérapeutes, un espace de soins et de guérison, ça, déjà rien que ça, c'est un service. Ensuite, la manière dont c'est amené par quelqu'un de manière unique, avec son don, avec, ses capacités, avec son naturel, ça aussi, c'est quelque chose de précieux. J'ai envie Et voilà. d'apporter une petite précision parce que tu dis on peut l'apporter. Pour moi, si on l'a reçu, c'est qu'on doit l'apporter. Si on doit en faire usage. Sinon, c'est pas. Totalement d'accord. Pour moi, si on est aligné dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on doit justement apporter notre don et ça doit être ça le vecteur de notre truc, de Exactement. notre Je pense même que entreprise. l'alignement vient de là. Quand on est en train d'accomplir dans le monde ce pourquoi on est né, ça prend du temps de le réaliser parfois. Mais l'alignement, là, je parle d'expérience. Mon alignement dans ce que je fais qui fait que j'arrive au bon moment avec les personnes que je rencontre, c'est parce que je suis en train d'agir avec ce que la nature m'a donné. Je suis pas en train de faire autre chose pour gagner de l'argent ou quoi, ou pour atteindre la notoriété ou quoi. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir basketteur professionnel. Puis ensuite, je rêvais de devenir acteur. Mais tout ça ne sont pas la raison pour laquelle je suis né ici. Donc l'alignement, pour moi, je pense qu'il vient de là, quand on est en train de réaliser ce pourquoi on est né, qu'on est en train de réaliser euh, ce feu sacré qui est en nous, là, qu'on est en train de l'amener, en fait, au monde. Je mets ce petit message de Steve qui est intéressant aussi. Ça prend déjà du temps de savoir quel don on a et de l'accepter. Et il y a des beaux outils pour ça. Je sais que Stéphane va aller dans mon sens pour apprendre à savoir plus qui on est, pour avoir une carte en tout cas, de mieux se connaître. C'est aussi un bel outil de déconditionnement. Et là, je pense au Human Design, clairement. C'est une carte, quand j'ai découvert ça il y a 3 ans, j'ai pas trop prêté attention. J'ai remis le Mhm. nez dedans il y a, bon, allez, on va dire 1 an, en allant creuser vraiment les choses de ce graphique-là. Je dis, mais c'est en fait, c'est la Bible de qui je suis, originellement. Après, évidemment, des conditionnements ont fait que je me suis mis des barrières, etc., etc. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil. On érige des choses, mais c'est vraiment un bel outil de connaissance de soi, en l'occurrence. Et ça aide. C'est pas le seul, hein, mais ça aide. Je te rejoins. Quand j'avais 27 ans, je m'étais jamais intéressé à mon astrologie parce que je voulais pas me coller une étiquette. Je voulais rester un esprit libre. Je voulais pas me dire, ah, t'es un signe machin, et voilà, et parce que, ouais, gna, gna, gna. Et en fait, c'est Dami qui est bien avancé là-dedans et qui m'a dit, va seulement, regarde ta charte de naissance. Regarde où sont les planètes. Et regarde ce que Mars te dira sur ta façon d'agir, ce que Vénus te dira sur ta façon d'aimer et d'être aimé, sur ce que Jupiter te dira sur la personnalité au fond de toi que tu pourrais avoir. J'étais là, quoi? Et quand j'ai lu tout ça, waouh!
J'ai pris une claque parce que je me suis dit: «Mais j'aurais aimé savoir ça, en fait, quand j'étais ado». Voilà, Bah, parce que alors je sais oui, pas, tu es certainement plus jeune que moi, mais c'est vrai que enfin moi quand j'étais ado, l'astrologie c'était encore pour les illuminés, tu vois. Bon, bon, c'est super, t'as l'horoscope là dans le journal vite fait là, mais voilà. Je veux dire, je suis né dans les années 70, donc forcément, j'étais ado dans les années 80. On était encore loin oui, de l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir aujourd'hui. totalement, totalement. Pour la connaissance de soi, il y a tous ces outils qui sont là. Mais je pense que Steve, ce que tu as mis en lumière, c'est aussi le côté d'accepter qui on est. C'est souvent ça aussi qui est difficile. De, OK, apprécier ses forces. Pour moi, la confiance en soi, c'est je connais mes limites et je connais mes forces. Je sais de quoi je suis capable. Alors ça, je suis mais à fond, je suis doué, je le sais. Et de l'autre côté, je sais là où je suis nul, là où c'est zéro pointé, là où c'est mes limites, là où je peux que progresser. Mais Ou pas. pour avoir les deux, ouais, Il y a des choses, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour ça, et on le délègue, c'est pas grave. voilà, il s'agit Pour moi, j'ai plutôt d'accepter. tendance à aller sur mes forces, et le reste, c'est pas grave. Ce sera Mais il y en a totalement. qui sont très doués pour là où je suis très mauvais. Ben Donc c'est oui, très bien. ben oui. C'est même ça qui nous rend complémentaires en tant qu'humanité. C'est justement ça, le fait qu'on ne soit pas bon partout, qu'on peut justement avoir besoin les uns des autres. Là où moi j'aurais un point faible, quelqu'un d'autre aurait un point fort, et quand on est ensemble, mais ça fait des... Voilà quoi. J'allais dire ça fait des chocs à pic. Oui, c'est accepter. C'est la première base pour se faire confiance. Ah, c'est vrai que enfin, si on parle un peu des croyances qu'on a pu avoir ou comme je disais tout à l'heure, des murs qu'on s'est érigés, pardon, il y a ce côté éducation où on nous faisait travailler toujours sur nos faiblesses au lieu de, ne- au lieu de nous faire travailler sur nos forces. Parce que quand on est mauvais dans un truc et qu'en plus ça nous plaît pas, je suis désolé, on ne deviendra jamais bon. Ah non, non. Parce que ça nous plaît pas. Donc, de mauvais, on va passer à moins mauvais. Super. Mais Ouais, de bon, parce qu'on a une force dans un truc, on peut passer à excellent. Et c'est là où on doit aller. C'est vers notre excellence. c'est ça. Le reste, Tout être humain a été dès l'enfance orienté vers découvrir son excellence. On aurait des personnes avec une estime de soi qui est forte dès le départ. Parce que le fait même de se voir y arriver dans quelque chose, ça consolide quelque chose à l'intérieur de l'individu, une stabilité. Quelque chose qui n'est plus de l'ordre de je doute tout le temps de ce que je suis capable de faire. Non, je sais que je suis bon là-dedans. Tu vois. Et dans l'éducation, on l'a pas. Non, on n'a pas reçu ça. c'est tout un programme. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire par rapport aux thérapeutes, c'est que les personnes qui sont, qui ont un chemin d'éveil de conscience, qui ont ces valeurs de cœur, beaucoup utilisent le terme bienveillance, compassion, amour universel et toutes ces belles choses, et les arcs-en-ciel. Bref, des personnes qui ont des valeurs de cœur. Ces personnes-là, qui peuvent, qui ont reçu même les dons pour accompagner les gens qui souffrent aujourd'hui à notre époque, il y a tellement, et alors tellement de catastrophes au niveau psychologique. Il y a les professionnels, les gens qui étaient formés pour ça, qui sont là, mais ils ne prennent pas leur place. Et donc, à la place, on a quoi? Ben, on a des gens qui ne sont pas qualifiés, on a des gens qui ne sont pas compétents, on a des gens qui n'ont pas la capacité d'aller en profondeur avec quelqu'un, qui n'ont pas les soft skills, l'intelligence émotionnelle, le ressenti, qui sont là en train de proposer des choses à plein de gens, qui tombent dans le panneau et qui finalement, ça ne les fait pas avancer dans leur vie.
Et en attendant, on a les personnes qualifiées et compétentes qui sont cachées derrière, là-bas, là, sous le tapis, dans le placard, au fond du grenier, et on les voit nulle part. Je vais dire une connerie, mais c'est peut-être le moment de faire ressortir les marchands de tapis pour les sortir du placard aussi. Tu vois. Ils sont cachés dessus. Autant les remettre. Exactement. Alors, ce que je viens de dire là, c'est un petit peu tatillon et tout, mais justement, c'est pour réveiller un petit peu là tout le monde qui dort. C'est-à-dire que avec humour, très important. Mais là, l'essentiel, c'est que de prendre sa place. Quand on a des valeurs fortes, d'intégrité, c'est important de prendre sa place. Et quand on ne le fait pas, bah évidemment, c'est Bagdad. Et, et là, le marché ressemble à du n'importe quoi. Et du coup, ça contribue en fait au monde qu'on ne veut pas créer. L'inaction, c'est pour moi le plus grand fléau des gens conscients et qui se disent spirituels, c'est l'inaction. Donc voilà, il s'agit d'oser. Il avait quand même mis juste avant, quand même, voilà, qui était en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les faiblesses et pas les forces. Hmm, Merci Steve pour tes retours. oui. Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent de notre enfance. Ah Martine, bienvenue sur le live Martine, présente pour les sorties de tapis. Et avec Marty ça déménage, hein, je te le dis. Ouais. Ah, super. Mon rêve, c'est qu'en France, on ait des entrepreneurs qui rayonnent, qui amènent justement ce goût de l'excellence, ce goût de l'étincelle, ce goût de mais oui, on est là et on va kiffer ce qu'on fait. Et on le fait pour faire rayonner, transmettre des messages qui comptent. C'est pas les Américains qui vont le faire. Hmm, non. Mais en France, les entrepreneurs qui peuvent ramener, mettre de la lumière au plafond, hmm, historiquement, ce pays est le pays justement des lumières. On a des artistes avant-gardistes qui étaient totalement en avance de leur temps, et dès qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau, oh bah ça a été conspué, oh bah l'école classique n'a pas voulu d'eux. On parle des impressionnistes, là je suis à Paris, dans un endroit qui est juste à côté des impressionnistes. On a en France, ici même à Paris aussi, le premier hôtel avec la lumière, à tous les étages. On a les frères Lumière. J'étais à l'université Lyon 2 à Lyon, qui honorait justement les frères Lumière. Ce thème de la lumière revient de manière récurrente en France, historiquement. Il y a quelque chose là-dedans, auquel j'invite ces entrepreneurs qui sont dans le placard, là. On ne met pas une lampe pour la cacher dans le placard, on la met pour éclairer. Je pense que c'est le moment. C'est l'année, ouais c'est le moment clairement. Il va y en avoir besoin. Totalement. J'aimerais demander à Martine qui est là, qu'est-ce qu'il amène sur cet appel qu'on fait ce live par rapport à la vente? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais justement m'entendre parler ou bien avec Damien échanger sur ça, mettre de la lumière sur la vente en particulier, avant qu'on puisse terminer ce live? Vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup interagir avec vous, que ce soit un kaboula, comme on dit dans mon pays, un partage. Euh, Laurent, audacieuse ça erreur de s'appelle pas de la lumière, c'est des fumerolles. Hein. oui, c'est ça. La vraie Un petit lumière. bonsoir, Hébreu. Hébreu ou Hébrou, pardon, je sais pas comment ça se dit. Et vous, Hébrou. Ah, j'étais bon là, au début. merci d'être là. Oui, qu'est-ce que t'en penses, Damien? Parce que il me semble que tu avais un truc avec la lumière, toi, non? Si je me souviens bien, hein? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ouais, ouais, c'est ça.
peux nous en dire C'est- plus sur ce sujet, s'il te plaît? Bah, en dire plus sur le sujet, c'est vrai que ces dernières décennies, c'était vraiment, on n'était pas dans l'être, on était dans le paraître. Et ceux qui sont justement avec ces valeurs de cœur et tout ça, c'était pas la saison, on va dire. Uh-huh. On va dire que c'était pas la saison et on n'a pas été éduqués pour ça. Comme on en parlait tout à l'heure aussi, hein. Appuyer sur les faiblesses, les machins, les trucs, et pas les forces. Seulement, je pense vraiment que tous ceux qui ont ces valeurs-là, Hmm. qui se reconnaissent dans ça, c'est notre moment maintenant, effectivement, d'ouvrir le rideau. Si on peut parler de théâtre ou de voilà, on s'est préparé toutes ces années pour maintenant. Et, euh, et avant, c'était peut-être pas le moment, ou alors pas autant que maintenant en tout cas. Et on avait besoin d'expérimenter plein de choses pour savoir ce qui nous allait, ce qui nous allait pas, et ce qu'il y avait à faire maintenant. Enfin, en tout cas, pour moi, Hmm. c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Et Martine Totalement. me redemande c'était quoi ta question, parce qu'elle t'a pas écouté. Martine. Mhm. Oui, Martine, par rapport à la vente, qu'est-ce qui t'intéresserait d'entendre là-dessus avant qu'on termine bientôt? Oui, 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 oui. Ouais, on en a parlé toi et moi, hein, les intensités qui sont vécues dans les relations, l'année dernière en particulier. Et aujourd'hui, bah, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, de l'ordre de, OK, soyons audacieux, soyons vrais, soyons indécents, comme disait Martine tout à l'heure, de vraiment être soi-même et se choisir. Alors, Steve, en attendant que Martine nous parle, je sais pas si on est précurseur, parce que des précurseurs, quelque part, il y en a eu plein. C'est pas nouveau. En tout cas, on est là pour guider, je pense, dans ce monde, dans le monde qui s'en vient. Je suis pas trop à parler de nouveau monde, ancien monde, etc. Parce que de toute façon, le monde, il y en a qu'un et c'est celui-là. Mais il y a des bribes qui s'effritent et on est là pour reconstruire d'autres choses, clairement. Mhm. C'est très intéressant ce que tu dis, Steve, là. Moi, je le vois au niveau d'une ère nouvelle qui est en train de d'émerger. Ah, est-ce que tu peux remettre le dernier commentaire? Ça, c'était Martine. Ok. Mais comme on était en train de parler avec Steve, du coup, j'ai Oui, recoupé pour le remettre plus tard. oui, donc, moi, quand j'entends nouveau monde, j'entends une dimension d'être, de perception. Par exemple, à une époque, on était dans un monde où c'était cool de dire me, myself and I, avec les lunettes de soleil, tu vois. C'était cool. Ouais, on était dans le paraître. Ouais. Et c'était normal dans cette ère-là. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Je pense que les ères, elles évoluent. À mon avis, on est vraiment entré dans une nouvelle ère là, très récemment. Et précurseur de ça, c'est dans le sens de je me rends compte, je capte qu'il y a ça qui change. Excuse-moi, Qu'est-ce que j'essaie de remettre dans le bon ordre. Ok, let's, it's there to be. All right, all right, all right. Ouais, oser être. C'est ça, Steve. Next message, Damien. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la vente est en ligne, en équipe, en réseau. Oh oui. Oh oui. Il y a un sujet que j'ai pas encore amené. J'ai commencé à effleurer un petit peu pour le présenter, mais l'évolution du storytelling vers le story being, des histoires collectives qui Mm. situent des êtres dans un contexte, dans un environnement, dans une époque, et les choix individuels de chacun, comment ils impactent ces univers. C'est là-dessus que je te rejoins, Martine, au niveau de réseau en équipe, collectif. Allez, je vous donne juste un petit peu d'éléments en plus là-dessus. C'est les histoires aujourd'hui qui ont le plus d'engouement, le plus, qui les accrochent le plus, ce sont celles qui sont plus seulement associées avec le cycle.
du voyage des héros, un personnage solitaire, mais des histoires qui impliquent des personnages dans un monde, avec des choix à prendre, avec des décisions, et qui permettent à la personne qui est spectatrice de ça de se dire, et moi, si j'étais dans le monde de Walking Dead, si j'étais dans le monde de Squid Game, si j'étais dans le monde de Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que je Je- On est déjà dans Walking Dead. Je suis désolé, hein, mais c'est. total. J'ai eu cette image-là il y a 2-3 ans, là. Mais pour moi, on est rentré dans cette époque-là à ce moment-là. Bref, passons. Oui, oui, pas ça. L'ère du Verseau, clairement. Ouais, c'est ça. Et là, avec Damien, on est autour du feu justement pour inviter les personnes qui ont déjà jeté les deux pieds dedans. N'est-ce pas, Durandal? Oui, Mufasa. Et encore, je sais pas, je t'ai pas trouvé de petit prénom. Parce que là, c'est le tien que tu t'es auto-proclamé, mais Euh, j'en trouverai un. J'ai hâte. Ouais. Ouais, pour la petite histoire, parce que tu m'appelles Durandal, mais il y a que toi qui m'appelles comme ça. Vas-y, dis pourquoi. Euh, la chanson de Roland. Roland, un chevalier de Charlemagne, qui part en quête contre les Sarrasins. D'ailleurs, les Sarrasins, c'est plutôt des personnes comme moi à la base, hein. Donc Roland qui veut oxyre du Sarrasin. On est déjà bien barré. Et alors, il part vers le sud, là, en campagne, pour reconquérir l'Espagne et Jérusalem et tout ça, là. En passant Et par Roncevaux. voilà. Là, Roncevaux, je vais te laisser le détailler. Mais moi, je parlais de Durandal, l'épée de Roland. Bah, c'est là où il a fendu le rocher, hein, à Roncevaux. Donc, Qu'est-ce qui s'est on a- passé? Bref, on dévie complètement du sujet, on est désolé, hein, on craque. On C'est a dit prendre du plaisir, important. alors on prend du plaisir. Exactement. Mais c'est important. Roncevaux, l'épée, tout ça, ça a des sens, hein. Ces symboles-là, c'est pas par hasard. Et en fait, dans ton cas, ils sont vraiment apparus dans ta vie, en fait. Ils sont, pardon? Vraiment apparus dans ta vie. Bah, j'y étais tout petit là-bas, en tout cas. Et j'y suis retourné l'été dernier, ouais. Ah, Je ah, suis ah, passé pour aller à Roncevaux, justement, ah, ah, sur les chemins de Compostelle. ah, ah. Il n'y avait pas une épée quelque part là-dedans aussi? Oui, bah ça c'était un petit peu avant de partir. Ah, ah. Ce n'est pas le sujet du jour. Ok, monsieur. Est-ce que vous avez encore des questions? T'adores ce hors-piste? Bah écoute, merci Martine. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Exactement. On a dit, remarque, ça reste dans le thème, c'est prendre du plaisir. C'est pas dans la vente là, mais c'est prendre du plaisir quand même. C'est la base de nos métiers, vraiment, hein. Je pense que si chaque entrepreneur se dit, OK, comment je fais pour prendre le plaisir au maximum dans ce que je fais? Comment je fais pour kiffer les projets dans lesquels je m'investis, les clients avec qui je travaille, les offres que je propose? Mais là, tu peux être sûr que tu pars sur du long terme. Là, tu as une vraie passion. Parce que souvent, le mot passion, on nous dit, oui, fais de ton activité ta passion et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une passion? Une passion, c'est quelque chose pour lequel tu serais prêt à mourir. La passion du Christ. C'est quelque chose que même si tu le faisais toi, mais que quelqu'un d'autre récolte les lauriers, eh ben, tu serais super quand même. Tu serais De toute quand même façon, moi super j'ai envie heureux. de dire, tu parles de prêt à mourir, mais la mort n'existe pas. Non, Donc à partir de là, il n'y a pas à en avoir peur. c'est ça. Après, ce ne sont que mes croyances personnelles.
Moi, je suis d'accord avec Et toi. c'est comme quand tu parles d'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, parce que tu sais, quand tu dis des choses, il y a des gens qui s'insurgent après. J'ai le droit Oui, de dire ce que je crois, en fait. Voilà, après, prenez ce que vous oui. avez à prendre. Bah oui, les gens ont le droit d'être constipés, hein, Damien, tu sais, C'est ils ont vrai. le droit. Un bon petit. On dérape de trop, là. Ouais, je vais aller Un bon manger là petit d'ailleurs. apéritif et ça ira mieux, hein. Allez, Mmh. on va s'arrêter là-dessus, je pense, parce que Oui, oui, ça je va pense être qu'on va pire après. s'arrêter là-dessus. Ouais, c'est raisonnable. C'est la fin de semaine. Voilà, voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va vous souhaiter une belle nouvelle semaine à venir. Un bon mois de mars qui démarre bien, en tout cas. Les jours qui se rallongent et tout, c'est vraiment. Ça fait du bien. Mmh. Et j'espère que ce petit live vous a plu. Voilà. Merci, Steve, de nous avoir. D'être resté jusqu'à la fin avec nous, en tout cas. Merci à tous ceux qui sont passés. Et merci à ceux. Tu vois, il est temps que j'arrête. Merci à ceux qui regarderont le replay. Bonne soirée à tout le monde. Et le petit dernier pour la route. Ciao, ciao. Au revoir, à bientôt.